C'est moi qui suis le chef, c'est moi qui décide quand on y va. Alors on y va. Salut! Salut les mecs, c'est moi. Je voulais profiter des fêtes d'Halloween pour vous faire mon podium des films d'horreur. Et avant de commencer, merci pour vos retours sur ma vidéo Zorro, ça a été la plus longue et compliquée à produire. Muchas gracias, afición. Mais on va pas faire des longues préliminaires, alors attaquons tout de suite. Alors oui, sur ma chaîne, vous pouvez principalement trouver des vidéos sur des films d'animation, des films d'aventure et d'action, et un peu de blockbusters internationaux et étrangers. Il en faut plus, beaucoup plus. Mais il y a un genre que je n'ai pas encore abordé, et pourtant j'adore ça, c'est les films d'horreur. Et commencez pas à essayer de définir ce qui est parfaitement un film d'horreur, on va partir du principe que ce sont des films qui cherchent à faire peur, et dont c'est le sujet principal. Est-ce que c'est bon? En tout cas, ça c'est mon interprétation. Vous aurez sûrement la vôtre en commentaire. Exprime-toi, attends, exprime-toi. T'as peur de quoi, là? On va pas te bouffer. Donc les films d'horreur, vaste sujet s'il en est, car on parle d'un de ces genres cinématographiques qui a tout plein de sous-genres autour de la ceinture. Il y en a plein, donc trouvez-les tous, comme les Pokémon. Le slasher, le torture porn, le démoniaque, le body horror, le science-fiction. Bon, on va pas tous les citer, mais globalement, si vous me dites que vous n'aimez pas les films d'horreur, je vous répondrai que vous trouverez forcément un sous-genre qui vous plaira. Moi par exemple, je suis un grand fan de films de zombies et de démons. Zombies parce que ça défoule, et démons parce que ça fait bugger mon esprit cartésien. Donc n'hésitez pas à fouiller un peu, et je suis sûr que vous réussirez à trouver votre bonheur. Ou votre malheur, c'est selon. Cherchez et vous trouverez. Moi en tout cas, je suis assez fan de ce genre de film. Ça me permet d'entraîner et d'aiguiser mon amygdale, cette zone si particulière de notre cerveau qui nous fait ressentir la peur. Et puis, tout seul ou entre amis, on passe toujours un bon moment. Si c'est un bon film d'horreur, on se tape une flip avec des potes, et si c'est un mauvais film d'horreur, on se tape des fous rires avec des potes. C'est une valeur sûre. Alors oui, j'aurais pu aborder le sujet plus en profondeur, mais je sors d'une giga grosse vidéo et j'avais besoin d'un petit truc pour me détendre. Oui, je sais, détente et film d'horreur dans la même phrase, ça fait bizarre, mais moi c'est comme ça que je fonctionne. Ne me jugez pas, voilà, ça juge direct. Donc on va pas se prendre la tête, et je vais vous parler des 3 films d'horreur qui me parlent le plus. Ceux qui me font peur, qui me foutent les boules, qui me font bader. Donc s'il vous plaît, ne soyez pas si hâtifs. Dans les commentaires, en mode « Quoi, ça te fait peur? Mais t'es un bébé, moi ça me fait rien. » Chacun aura ses particularités en la matière. En tout cas, moi, ce sont les œuvres qui me parlent le plus à moi, à mon ressenti et à mon vécu. C'est à moi, c'est pas à vous. Mais n'hésite pas à poster ton top en commentaire, ça fait des trucs à lire et ça aide le référencement. Ah oui, et avant de commencer, ça va spoiler. Vous êtes prêts? Eh ben let's go! Let's go, man. On commence au pied du podium avec Hérédité, sorti en 2018, réalisé par Ari Aster et produit par A24, légendaire boîte de production de films de genre. On va dire ça comme ça. C'est le plus gore de ma liste et celui qui vous laissera le plus d'images choquantes en tête. Je vous préviens d'avance. Ça raconte l'histoire d'une petite famille américaine composée de la mère, Annie Graham, impeccablement interprétée par Toni Collette, du père, Steve Graham, joué par Gabriel Byrne, et de leurs 2 enfants, Charlie et Peter. Parce que Peter, ça s'écrit comme pété. Campés par Millie Shapiro et Alex Wolff. Oui, je sais, c'est le mec de Death Note, mais calmez-vous, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Une belle petite famille comme on les aime, qui démarre le film d'entrée de jeu avec l'enterrement de la grand-mère. Ça commence bien. Un enterrement qui amène avec lui son lot de chagrin et de colère, comme tout bon enterrement, et qui perturbe quelque peu Annie dans son métier. Ah, vous voulez savoir le métier qu'elle fait? Bah, des scènes de miniatures de sa vie. Un peu comme une maison de poupée. Un métier passionnant s'il en est, mais un poil glauque. Vous verrez plus tard. Donc voilà, le fils et le père sont un peu en mode balèque. Pas trop triste. Ouais, je comprends. Mais la mère sent que quelque chose clochait avec sa mère. Peut-être parce qu'elle apparaît rapidement à peine 12 minutes du film, alors qu'elle est bien morte. Et t'es honte de deux? Mais jamais d'existence. Et sa fille semble perturbée par ce départ, en plus d'avoir un handicap qui la touche, l'empêchant d'exprimer ses émotions avec supplément difficulté sociale. Tu sais que tu étais sa préférée, hein? Quand tu étais bébé, elle ne voulait pas que je te donne le sein. Elle voulait le faire à ma place. Ça me rendait folle. Pardon, vous pouvez répéter un coup, je comprends pas bien. Malgré tout, la vie doit continuer, et la famille poursuit ses activités normales de famille. Ça bosse, ça va à l'école, ça décapite un pigeon dans les buissons, enfin voilà, des trucs normaux quoi. Ah ben ça c'est pas normal ça. La vie suit donc son cours, on apprend que la tombe de la vieille a été profanée, la mère se rend à un groupe de parole où elle se lâche sur ses problèmes familiaux, sa daronne la folle qui tenait absolument à s'approprier sa fille Charlie, son père qui s'est laissé mourir de faim, son frère schizophrène qui est mort comme un caca. Voici donc un aperçu de la vie de ma mère. C'est charmant tout ça. Du côté des enfants, ça va aussi très bien, hein. Peter fume des gros tarpés, comme un lycéen normal. Charlie commence à avoir des sortes de traits bleus passés autour d'elle entre 2 sessions de travaux manuels bizarres et dodo dans la cabane plutôt que dans sa chambre. Si on fonctionne normalement, on peut bien se rendre compte que tout ça pue du cul. Aidé par des apparitions étranges, des ressentiments familiaux puissants, des tocs de langue qui, on le sait, seront habilement réutilisés plus tard.
et une ambiance musicale lourde, qui ne nous lâchera pas du début à la fin. Nous venons donc de savourer l'entrée, il est temps de passer au plat principal. On passe à la suite. Lorsqu'une mère qui ne fait pas confiance à son fils met dans ses pattes une petite sœur pour se rendre à une soirée. Elle va venir avec toi. Super. Donc tu ne bois pas d'alcool, c'est clair. Vous la sentez venir, l'idée pas dingue? Ça peut être une très bonne idée ou une très mauvaise idée. S'ensuit ce qu'il doit s'en suivre, une soirée où tu dois surveiller ta petite sœur alors que toi tu souhaitais plutôt aller à l'étage fumer des grosses dah avec la go que tu veux te gérer, et bien évidemment, la petite qui sait plus où se mettre va aller taper dans des gâteaux blindés de noisettes alors qu'elle y est gravement allergique. Et bien évidemment, tu dois l'amener illico à l'hosto, et bien évidemment, au moment où tu lui dis de sortir sa tête par la fenêtre pour respirer, elle se fait décapiter par un poteau marqué d'un signe hautement démoniaque. Bien évidemment! Et oui, c'est horrible, et oui, l'acteur interprétant le choc et le traumatisme d'un tel accident est glaçant de réalisme. Accident bête. Bah ouais, c'est pas de peau, hein. Le lendemain, c'est la fête, quand la mère découvre le cadavre décapité de sa fille à l'arrière de sa bagnole. Suivi de la venue de la police. Puis de l'enterrement. Ouais, je sais, c'est du rail, mais c'est comme ça. Vous pensez que ça se serait passé comment dans votre famille si accidentellement sur le chemin du retour vous aviez décapité votre petite sœur? J'avoue. Donc, superbe ambiance, déjà bien lourde, mais saupoudrée de trucs étranges. Genre le rétro de la caisse en plein cours, une crise de panique au parc... Tiens ma main, s'il te plaît. Je suis mal, mon cœur bat comme celui d'un putain de lapin. La daronne qui reste dans la voiture pour regarder son fils rentrer de l'école, ou qui fait des scènes miniatures de plus en plus badantes. Enfin, vous voyez, la papeterie habituelle. Mais soudain, sortie de nulle part, débarque une vieille dame qui tend une épaule réconfortante à Annie et commence à créer un lien amical puissant. Rapport en fait qu'elles aient toutes les deux perdu des proches récemment. Mon fils et mon petit-fils se sont noyés. Ça va faire 4 mois. Non, mais putain, c'est comme ça que tu entames une conversation? Et la fine pellicule de glace qui soupèse le reste de cette famille va commencer à céder lorsqu'un soir à table, le fils et la mère vont se foutre sur la gueule concernant une vieille histoire de somnambulisme où Annie a failli foutre le feu à elle et ses 2 enfants, menant à une méfiance naturelle du reste de la famille. Parce que personne n'accepte de reconnaître ses torts! Apaisé. Quand tout d'un coup, la vieille dame de tout à l'heure arrive tout sourire et annonce qu'elle a trouvé un moyen de parler avec son petit-fils décédé grâce à une liste de mots psalmodiés avant l'invocation. Lisez ceci à haute voix. Ça enclenche le processus. Mais n'oubliez pas, toute votre famille doit être dans la maison. Ouais, vous et moi on sait qu'il faut pas faire ça, mais je dois admettre que la séance de spiritisme a de quoi convaincre. On parle pas d'un ressenti ou d'une impression là, mais bien d'une interaction physique, hein. Et bien entendu, après 1 ou 2 cauchemars légèrement traumatisants, madame ne va pas pouvoir résister et va réunir sa famille pour appeler Charlie de l'au-delà, sous le regard dépressif de son mari et les yeux choqués de son fils. Waouh! Ça y est! Tu sorcellerie! Suite à ça, on continue de mieux en mieux, avec des hallucinations à l'école, après l'apparition de ce fameux trait bleu, la daronne qui pète les plombs et envoie bouler son travail en douceur. Puis le carnet de notes de Charlie se remplit tout seul de dessins badants. Annie essaie d'étrangler son fils pendant son sommeil, à moins que ce soit une crise de somnambulisme, ou une hallucination, je ne saurais plus trop dire. Qu'est-ce que tu as, mon cœur? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as fait ça? Quoi? Comment ça? T'as voulu m'arracher la tête! Il a pas tort. Il a pas tort. Et première réaction logique de la mère depuis le début du film, elle décide d'aller foutre ce carnet maudit au feu. Mais elle prend feu en même temps que le carnet. Étrange, oui, vous en conviendrez. Mais je crois qu'on est trop loin maintenant pour seulement parler d'étrangeté. Annie, qui a eu un éclair de lucidité avec le carnet, va continuer sur cette bonne voie en fouillant dans les affaires de sa mère. Où elle va découvrir qu'elle était une genre de reine de secte qui cherche à invoquer Pémon. Non, pas cette saloperie, mais bien un des 8 rois de l'enfer. Ouais, t'as vu, c'est chiant ça. Au même moment, à l'école, son fils va commencer à partir en couille, dans une scène hyper bien jouée. Apaisé. L'enquête de Annie se poursuit au grenier, où elle va découvrir le cadavre putréfié de sa mère, mais si je peux me permettre, c'est pas comme ça qu'on entrepose de la viande. Et c'est au daron, qui jusque-là tâchait de ne pas trop s'en mêler, de se rendre compte que sa femme ne va pas très bien. Il était temps, j'ai envie de dire. Ça ne peut plus continuer, je suis désolé. Tu es malade, Annie. Très bonne analyse. Annie qui craque et fout le carnet au feu, mais cette fois c'est pas elle qui brûle, mais son mari. Attention, c'est très très tiède. Ensuite, très bleu, et bye bye Annie. Ainsi, après le plat principal, le dessert. Peter, qui avait perdu connaissance depuis son Zinedine coup de boule au lycée, se réveille et commence à errer dans la maison sous la surveillance de sa mère, qui se prend pour Spider-Man. Enfin, jusqu'au moment où elle se jette sur lui, qui fuit se planquer dans le grenier pendant que sa mère éclate sa tête contre la porte qui, je le rappelle, est au plafond.
Et là, c'est l'apothéose, parce qu'il y a des gens à poil de partout, et sa mère qui s'est téléportée pour se décapiter à la force de ses bras en lévitation au-dessus du vide. Du coup, réaction normale de Peter. Ouais, bah moi j'aurais fait pareil. Et après ça, c'est le pompon sur la Garonne. Hein. Quand on voit le corps de Annie décapité voler gentiment jusqu'à la cabane, suivi de Peter qui ne semble plus être Peter, eh ben non, parce qu'une fois dans la cabane, on va découvrir que tous les amis de sa grand-mère, sa sœur et sa mère l'attendent tous pour fêter l'incarnation de Paimon dans le monde mortel et son couronnement. Salut à toi, Paimon! Salut à toi, Paimon! Fin! Le film est bien, ouais. Alors oui, résumé comme ça peut être un peu bizarre, mais j'ai essayé d'aller au plus vite parce qu'il y a pas mal de trucs à dire. En tout cas, si vous aimez vous faire peur, je vous conjure de voir ce film. C'est un mélange parfait de ressentiments familiaux, de deuil, de transmission de souffrance, sur fond de possession démoniaque. Bonjour, ça va? Et pas un petit démon mineur à la con, là, on parle d'un des 8 fucking rois de l'enfer. En plus, il y a ce rapport très intéressant entre les miniatures que fait Annie et les plans du film, un rapport direct qui se fait lorsqu'on comprend que quoi qu'ils auraient pu faire, rien ne les aurait fait dévier de leur tragique destin, qui mène donc à la réincarnation d'une immense saloperie infernale. Tout comme les poupées que manipule la mère, ils ne sont donc que les jouets de force qui les dépassent, ce qui donne un côté tragique, terrible à ce qui nous est montré. D'ailleurs, en passant, quand on y réfléchit, la grand-mère c'était une sacrée saloperie, hein. Chef de secte qui veut faire du sale, tente de réincarner le démon dans le corps de son fils, ça marche pas. Ensuite avec les enfants de sa fille, mais comme le démon préfère un corps d'homme, ce sont les membres de la secte, la vieille sympa en particulier, qui vont accomplir la fin du rituel avec Peter. Donc ouais, depuis le début, vous étiez tous dans un jutsu de manipulation puissant causé par mamie. C'est une belle saloperie. Niveau rythme, c'est très bon, ça ne te scare jump pas la gueule à outrance, ça économise ses effets avec des silences et une ambiance musicale qui arrive à créer des moments suspendus dans le temps. Niveau gore et trucs traumatisants, on est bien servi aussi, hein. C'est dégueulasse. Aidé par des acteurs qui crèvent l'écran, en particulier Alex Wolff et Toni Collette, non vraiment ces deux-là font des étincelles. Yeah, fine, release me, just say it. Just fucking say it. Don't you swear at me, you little shit. Ne vous mettez pas en colère. La fin n'est pas décevante et donne son lot de conclusions satisfaisantes. Pas de policiers pour venir aider la petite famille au dernier moment, pas d'enfants à protéger pendant tout le film. Notez d'ailleurs comme on bute rapidement la gamine, hein. Ça c'est plutôt rare et choquant, et ça nous met dans l'ambiance tout de suite. Second poteau bavard. Enfin voilà, globalement j'avais jamais vu ça avant, et j'ai pas vraiment revu ça depuis. Ça m'a laissé une marque indélébile, et ça c'est ce que j'attends d'un film d'horreur marquant. Avec un budget de 10 millions de dollars pour un box-office de 82 millions, c'est donc une bonne réussite pour le premier long métrage de son réalisateur, Ari Aster. Voilà, c'est très bien ça. Qui fera par la suite Midsommar, que tout le monde a visiblement préféré à Hérédité, sauf moi. Non, c'est pas que je l'aime pas, mais il me parle moins. En attendant, merci à lui pour cette masterclass. Et franchement, chapeau. Parce que pour un premier film, c'est une sacrée maîtrise du genre qui est proposée. Même si les notes critiques mériteraient d'être quelque peu revalorisées. On enchaîne avec la deuxième place, Grave Encounters. Sorti en 2011 aux States et en 2016 chez nous. Ouais, 5 ans pour traverser l'Atlantique quand même. Et comme je dis toujours, quand c'est long, c'est trop long. Réalisé par The Vicious Brothers et mis en boîte pour 120 000 $. Pas 120 millions, hein, 120 000 $. Mais vu qu'il a rapporté 5 millions de dollars, on peut parler d'une franche réussite. Et vous vous en doutez, si je parle d'un si petit budget, c'est sûrement parce que, oui, c'est un fan footage. Un sous-genre de l'horreur qui passe par des images trouvées, fan footage en anglais, pour créer le film. Un style qui s'est démocratisé avec le projet Blair Witch, qui a percé pendant quelques années et qui s'est éteint aussi vite qu'il est arrivé. Un long métrage que j'ai vu assez jeune et qui dans la tripotée des films de ce sous-genre m'a laissé une marque indélébile. Allons voir pourquoi. Let's go! On commence par un producteur qui nous encadre le récit avec des mots du genre « ce sont des vraies images ». I want to be very clear about this. What you're about to see is not a movie. Okay? Ok. Et qui nous explique que nous allons suivre l'épisode 6 d'une émission appelée Grave Encounters, un petit groupe de chasseurs de fantômes qui se rendent cette fois dans un hôpital psychiatrique abandonné de Collingwood, dans l'Ontario. Un groupe composé de Lance, le présentateur, Matt, l'expert technique, Sacha, la meuf, enfin elle est décrite comme la spécialiste en occultisme, mais à part avoir un cosplay émo, elle ne fait ou ne dit jamais rien qui pourrait le faire penser. D'ailleurs, s'il y a bien un expert de l'occultisme dans ce groupe, ce serait plutôt Houston. Enfin, faux expert, mais au moins lui semble plus convaincant. Et TC, le caméraman agressif. On va donc passer les 20 premières minutes à présenter le groupe, les interactions qu'ils ont entre eux, et quelques interviews de gens rattachés de près ou de loin au bâtiment. On peut même les voir soudoyer le jardinier avec quelques dollars pour lui faire dire à peu près n'importe quoi. Have you ever noticed anything strange around the building? Non.
Javier, have you ever seen anything strange in the past 10 years of working here? Yeah, I saw a ghost. Over here. It was really scary. And the Oscar goes to... Ensuite, on nous explique à quel point le bâtiment est une sorte de prison, donc impossible d'en sortir. On admire la belle porte d'entrée, on pose les caméras à des endroits badants, il visite le tunnel de l'angoisse, Sacha demande à ce que la fenêtre bouge. If there's a spirit here with us, we want you to give us a sign. Open the window, even just a nudge. C'est non. Et on s'enferme jusqu'au lever du jour avec des chaînes. On va passer une bonne soirée, une très bonne soirée. Et à partir de là, ça ne sera qu'une longue descente aux enfers en aller simple. Et regardez qui c'est qui s'ouvre gentiment et qui, au passage, ouvre les hostilités. Oh la vache, mais c'est nul! Tissy se promène un étage en dessous, répond au téléphone et hop! Elle a bougé, et j'ai l'impression que c'est pas du tout l'émotion que je suis censé ressentir à ce moment-là. Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un amuse-bouche. Car après une porte qui claque et un lit qui tombe, il se passe ceci. Oh Seigneur, nous avons des ennuis. Ok, on est qu'à 30 minutes de film, et ça envoie déjà l'interaction qui pourrait être le point culminant d'un autre fan footage. Ça veut dire qu'ils en ont encore sous le pied. Tu n'as pas idée à quel point. Mais calmons nos ardeurs, l'événement qui vient de se passer a légèrement traumatisé Sacha. Et ils sont plutôt en mode, bon visiblement les gars le truc est parti, et on a assez d'images stylées, donc faisons nos sacs et partons d'ici immédiatement. Sauf pour Matt, qui en allant décrocher les caméras, disparaît. Mais genre pouf, plus là quoi. Les autres vont donc le chercher, tombent sur son matos au sol, il cherche encore un peu, et là Tissy se fait pousser dans les escaliers. Assez violent. Mais il peut remercier le ciel de ne pas être blessé parce que c'était quand même une sacrée chute. C'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué. Bon allez, ça suffit, en plus Tissy devient agressif, alors nique sa mère l'heure. On enfonce la porte à grands coups de lit d'hôpital. I don't understand this shit. This doesn't make any sense. This is the way we came in. It's just another hallway. I don't know. Oh attends, shit, quoi? Mais c'est bien la porte d'entrée, alors pourquoi ça mène pas à l'extérieur? What the fuck? Non mais ils ont dû se tromper, c'est pas la bonne porte. Lance? Are those the same doors? Ok, là j'ai giga les boules. Je vous jure que ce moment me glace le sang. Et des moments comme ça, il y en aura encore quelques autres. Mais celui-là, les voilà donc à se gueuler dessus en essayant de trouver une sortie, et ils essaient tout, hein. Par les vitres blindées, par les portes exit, par les toits. Mais attendez, vous voulez entendre une bonne nouvelle? This doesn't make any sense. This is fucked up. I checked the sunrise times last night. What's your fucking point? It should have been bright by 7:45. It's still night out. Ok, ils sont morts. Ils sont dans une dimension de poche? Dans un SCP? Ou alors ils ont nos clips dans les backrooms? Je trouve pas d'autres explications rationnelles. J'exige de comprendre! Foutu pour foutu, ils vont quand même un peu se reposer, jusqu'à se faire réveiller par l'extinction de leur dernière lumière fixe, et la découverte de leurs vivres qui ont pourri en quelques heures comme s'ils étaient là depuis des semaines. C'est vraiment dégoûtant ici. Bon, au point où on en est dans l'irrationnel. De toute façon, maintenant l'objectif c'est de trouver une sortie au plus vite. Ah oui, il faut retrouver Matt aussi. Il fouille donc un peu et surprise! He's not in here. He's not in here. Oh, I just fucking move. Après ça, il se planque et passe le reste de la journée, en fin de la nuit, vu que le soleil refuse de se lever, à se reposer. Et au réveil, c'est Sacha qui a une belle surprise. Aïe aïe aïe, ça c'est pas très très bon ça. Et pensant avoir entendu Matt au talkie, ils sortent tenter de le retrouver, comme un pote perdu au fait de Bayonne. Quand soudain, au bout du couloir... The range of the mother walk. Holy shit! Who are you? How come you're in here? Et dans leur fuite de sangliers, ils perdent ce bon vieux Houston, qui va se faire Dark Vadored et flasher à mort. Salut mon pote. Après ça, encore un peu de repos, et vu qu'à chaque réveil, il leur arrive une dinguerie, cette fois ils découvrent qu'ils ont tous des bracelets de résidents d'hôpitaux. Non, mais c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que vous vous intégrez, c'est bien. Ils reprennent donc leur recherche de leur pote Matt / sortie, et au détour d'une pièce sombre... Shit, Matt? That's him, right? I don't know, man. Matt. Bah voilà, qu'est-ce que je vous disais, c'est comme les fêtes de Bayonne. Tu perds un pote pendant 2 heures, et tu le retrouves à l'angle d'une rue à bader en fixant le sol. Enfin là, il semble complètement sur une autre planète, le boug. Don't be sad.
Everything's gonna be okay. Il m'a l'air assez sauvage. C'est lui le temps de s'acclimater. Allez, repos, parce que chaque sortie d'un coin à peu près tranquille, c'est des heures de couloirs vides, de cris et d'apparitions totalement maudites, alors ça fatigue. C'est logique. Et au réveil, surprise! Ok, c'est définitivement maudit du cul ici. Sans déconner. Ils ont donc la réaction normale de fuir, ils se planquent dans une salle de bain dont une des baignoires est remplie de sang, ok. Matt joue au con, Tissy va le chercher et... Puis il a disparu. Il pousse la baignoire pour la vider, mais... Puis il a redisparu, hein. Et sacré tour de magie. Hey, Giacalini! Oh là là, mais c'est super bien fait! Et en passant, ça aussi, ça me glace le sang. Le gars était là, et 5 secondes plus tard, il a vanish dans une autre dimension. Bon bah, salut Tissy! À bientôt. Mais cette fois, pas de repos, faut vraiment se barrer maintenant. Et à force de chercher, il tombe sur un ascenseur. Lance part chercher des outils pour ouvrir la porte. Comment ça, des outils, frère? Tu t'es pris pour Bob le bricoleur, là? Il trouve une barre en métal sur le lit tout à l'heure, mais dans un coin de la pièce... Is that a tongue? Une langue? Il court comme un petit lapin, ouvre l'ascenseur, et au moment où ils allaient descendre... Ils se défendent donc en bloquant la porte, pendant que Matt s'échappe à sa manière. Salut Matt! Bye, have a great time! Nous avons donc nos deux finalistes, Lance et Sacha, qui descendent jusqu'au tunnel par l'ascenseur. Ils marchent des heures en ligne droite, oui parce qu'apparemment l'espace et le temps sont complètement fucked up ici. Sacha se met à cracher du sang. Mais bon, je crois qu'on n'est plus à ça près, hein. Ils se posent donc pour dormir un peu, et dans leur sommeil... Ah carrément! Le brouillard est venu juste paisiblement l'emporter. Bon, au moins elle est partie dans son sommeil. D'autres n'ont pas eu cette chance. Et notez que la caméra dans le tunnel montre à quel point le temps est niqué dans ce maudit hôpital. Bon, forcément là ça stresse un peu Lance, qui solo va donc continuer à avancer pendant des kilomètres. Se poser pour parler à son appareil de chasseur de fantômes, What do you want from me? qui lui répond... Ça fait flipper, je sais pas pourquoi. Puis il va gentiment perdre la boule, tuer un rat pour le dévorer, enfin voilà, une journée normale quoi. Quand soudain, un espoir au bout du tunnel. There's a door. Qui mène vers ce qui semble être l'épicentre de l'enfer, rempli de symboles démoniaques, et de médecins qui vont se charger de ton cas mon pote. Oui, parce qu'au début on nous a expliqué qu'il y a un médecin qui s'est fait tuer par des patients parce qu'il faisait des expériences bizarres. J'ai oublié de le dire, mais... On s'en fout un peu parce qu'après une bonne lobotomie frontale, on retrouve notre champion qui nous fait son outro légendaire. Et fin. Waouh, ok, rien que de le revoir pour ma vidéo, ça m'a pas mis bien. Je vais être honnête, je sais pas si c'est les plans rapprochés du fan footage. Trop près. Un peu trop près. Ou les horreurs qui leur tombent dessus qui me font ça. C'est pas très convivial, enfin. Mais ce film kick dans ma zone claustrophobie. Et il me fait d'ailleurs me dire en mon fort intérieur que si un jour je me retrouvais dans une situation étrange, je prie le ciel de ne jamais me retrouver à leur place. Mais dis-toi bien, on me paye, mais même moi je le fais pas. Et je sais pas si vous êtes un fan de ce genre, mais moi honnêtement je suis pas un grand bandeur de fan footage. Je trouve même les films qui s'y rattachent un peu ennuyeux. Alors quand j'ai vu ce film à l'époque, juste après m'être chié dessus, j'étais surpris. Je crois qu'il a réussi à m'avoir avec quelques bonnes idées, genre la porte d'entrée qui mène à un autre bâtiment, le soleil qui refuse de se lever, la boussole qui pète un plomb, toutes ces choses qui me donnent l'impression de les voir errer dans un hôpital, juste posés en enfer, remplis à ras-bord de toutes les pires horreurs que tu pourrais imaginer, condamnés à mourir lentement après de grandes souffrances. Et comme le style global de l'œuvre me fait être hyper empathique des personnages, je me projette sur eux et je bade à mort. Non mais je veux dire, mettez-vous à leur place 2 secondes. Parce que là, il y a quoi à faire? À part marcher dans des couloirs maudits, remplis de cris et de grincements de portes entre 2 agressions fantomatiques potentiellement mortelles, bah y a qu'une seule autre solution, c'est celle de Matt. Ah oui. En gros, à partir du moment où ils se font enfermer dans le bâtiment vers 20 minutes de film, ils sont condamnés. Ce qui est encore plus tragique. Un peu comme dans Hérédité d'ailleurs. Oui, vous aurez remarqué, c'est un trope cinématographique qui marche plutôt bien sur moi. Après, je vais pas avoir grand chose à dire niveau cadrage, c'est des gars qui tiennent une caméra, donc c'est filmé comme des gars qui tiennent une caméra. Niveau musique, y a littéralement rien. En même temps, c'est des plans trouvés, on va pas commencer à faire des montages avec
avec des musiques tristes sur les événements qui se passent, sinon ça niquerait tout l'effet. Même si niveau acteur, ils s'en sortent tous très bien. Mention spéciale à Lance, qui a vraiment la gueule d'un présentateur de ce genre d'émission claqué de chasseur de fantômes. It's a crazy story. Et à Houston, le faux expert en occultisme qui se débrouille bien en arnaqueur à 2 balles. Her spirit is still with us. Cut it. Yeah. Menteur, pharisien. Enfin voilà, un long métrage qui ressemblait de loin à un petit film sans prétention, qui au final m'a laissé une forte impression, de par son ingéniosité et la distance à laquelle il pousse son concept. Mais à mon avis, soit vous l'aimerez, soit vous le détesterez. En passant, Grave Encounters a un jumeau coréen du nom de Gonjiam. C'est à peu près le même film en version coréen, et franchement c'est vraiment pas mal. Et avant de passer à mon top 1, on va faire quelques rapides mentions honorables. Hello guys. Today we have a list of top 5 honorable mention. Bon, il y a les classiques Conjuring, Insidious, ou Insidious comme vous voulez, The Ring pour les protéines, Rec 1 et 2, même si le 3 vaut le coup d'œil rien que pour la vanne. C'est moi, l'animateur des enfants, John l'éponge. Mais moi j'aimerais vous amener à vous pencher sur des trucs un peu moins connus, genre It Follows, un film sur la transmission de malédictions et le stalking intensif, l'autopsie de Jane Doe, parce qu'il a l'air de rien comme ça mais il en a sous le capot, Grave, parce que c'est français, et que ça envoie du lourd, et Cave It, parce que c'est bizarre mais clairement pas désagréable. Après il y a quelques courts-métrages sur YouTube qui valent le coup, genre Other Side of the Box, parce qu'il faut arrêter d'être aussi badant monsieur, Curve, pour se rendre compte de ce que c'est que le vrai grip, et Portrait of God, parce que ça c'est pas un projet artistique mais un SCP. Et pour finir, j'ai une petite série française pas piquée des hannetons du nom de Marianne. Bon, c'est très français par bien des aspects, mais je vous jure que les 4 premiers épisodes, il y a tout ce qu'il faut pour vous laisser une marque indélébile. Va bien te faire foutre, curé de mes deux. Moi? Mais qui elle est celle-là? On va donc pouvoir finir avec mon top 1, mon traumatisme. Inspiré de l'expressionnisme allemand et de ses films d'horreur du début du XXe siècle, une masterclass sortie en 2014 et réalisée par Jennifer Kent, Mr. Babadook. Let's go! Let's a fucking... On commence d'entrée de jeu avec ce qu'on nous expliquera plus tard être un accident de voiture. Non, et on s'amuse direct. Puis on enchaîne avec Amelia, une mère très fatiguée mais gentille, qui raconte une histoire à Samuel, son gamin insupportable mais très courageux. Oh putain, rien que de me rappeler ce qui va arriver, je suis déjà pas bien. On constate que madame bosse avec les personnes âgées, qu'elle est veuve, seule avec son fils, et qu'elle se fait draguer par un collègue de boulot. Je te fais un café? Non, je dois passer au pavillon des Alzheimer. Tu vas voir tes futures copines, c'est ça? Chouette. Il est lourd, ce type. Mais pas le temps de trouver la situation déprimante, Amélia est convoquée à l'école parce que monsieur se promène avec une arbalète fait maison sur lui. Réponse du corps enseignant. Nous allons avoir recours à un éducateur spécialisé. Un éducateur? Votre fils sera séparé des autres enfants et cette personne pourra le superviser individuellement. C'est déjà ambiance... Non, c'est une idée de merde. Mais bon, sentant que personne n'est là pour l'aider, elle décide d'inscrire Samuel dans une autre école. Après, ils partent faire les courses, et à la caisse, Samuel parle à des inconnus. Mon père, il est au cimetière. Oh, il s'est tué en conduisant maman à l'hôpital quand j'allais naître. Ah, quelle ambiance. Tu la sens bien, la gêne, là? Mais c'est pas fini. Ensuite, elle va aller au parc avec sa sœur Claire et sa fille Ruby. Samuel lâche des dingueries, normal. Maman! Je vais lui briser le crâne! C'est mon neveu, il est très perturbé. Et sa sœur explique que sa fille ne veut pas de Samuel pour son anniversaire. Rapport au fait qu'il soit bizarre. Elle veut pas faire sa fête avec Sam cette année. Le bon malaise de niveau 5. Bon, je crois qu'on a une bonne journée de merde, alors ils rentrent chez eux, disent bonjour à leur gentille voisine Mrs. Roach et caressent leur chien Bugsy. Un chez eux qui, comme tout le reste du film, est sombre et désaturé, avec ses classiques angles où tout peut apparaître, et sa cave où personne ne doit aller parce qu'elle est remplie des affaires du père décédé. En somme, un havre de paix doux et chaleureux. Le soir venu, ils lisent un tout nouveau livre, enfin ils appellent ça un livre, mais pour moi c'est une porte dirigée sur... Et il ne faut pas plus de quelques pages à la mer pour se rendre compte qu'il y a un truc qui cloche. En gros, le Babadook tape 3 fois, et une fois entré, on ne peut plus s'en débarrasser. Comme mon ex. Le tout raconté à travers un texte explicite, des images terrifiantes, et un fond sonore pas du tout stressant. Réaction de Samuel. Je finis par un grand festin. Tout n'était qu'amour et félicité au plus profond. La ferme en tant que toi, là. Bon, il est aussi temps pour Amélia de se reposer, mais avant ça, elle va se topiqueur le crustabri. À se turluter le schlapatique donc. Non, c'est pas une vanne, on voit même son ustensile de travail juste ici. Mais c'est archaïque. Mais ça fonctionne. Mais au moment où elle allait finir... Non, enfin, j'étais à 2 doigts de conclure, t'as tout foutu en l'air. Le lendemain, c'est reparti pour 24 heures de malaise, elle troll les vues au bingo. 20 milliards. Quelqu'un a 20 milliards?
Ouais, c'est marrant. Mais elle se fait griller. Je suppose que vous vous trouvez particulièrement malin. Heureusement, son crush vient lui remonter le moral en lui proposant de la remplacer pour qu'elle puisse rentrer chez elle s'occuper de son fils. Et lui, il est vraiment amoureux, hein. C'est une bête fauve, il est prêt à tout. Contente de pouvoir passer quelques heures toute seule, elle va prendre une petite glace, va bader sur un couple dans le parking, où elle peut pas s'en empêcher, c'est plus fort qu'elle. Alors la dépression, c'est une maladie qui a des symptômes très précis. Ensuite, elle va récupérer son fils le fou, qui a passé l'après-midi à terroriser sa cousine. Ah, c'est chouette ça. Et il nous a cassé la tête à parler à son babadook toute la journée. Un vrai plaisir. Il rentre, se prépare à passer à table, mais Amelia doit aller sortir Samuel de la cave alors qu'il était en pleine représentation de magicien devant le portrait de ses parents heureux. À peine le temps de lui faire comprendre qu'il faut pas aller jouer avec les affaires de papa, que Crushman débarque pour voir si tout va bien. Ma mère m'a acheté une maquette d'avion quand j'étais malade. Je suis pas malade. J'ai cru, je croyais que... Non, il est pas malade. En fait, il est tellement infernal que l'école veut plus de lui. T'as dit que c'était leur faute à eux. Robbie, ça te semble normal à 6 ans d'avoir encore peur des monstres? Je te déteste. Elle veut pas que je fête mon anniversaire et en plus, elle veut pas que j'ai de père. Apaisé. Oh, tu la sens l'ambiance pourrie, mec, mais pas les doigts là-dedans, ça sent le bourbier. Ça pire. Ils vont manger, Samuel regarde des programmes Cursed à la télé, ensuite il monte dans sa chambre avec son armement, c'est-à-dire sa catapulte portative et son arbalète. Mais malgré son courage pour affronter ce qu'il dit être le Babadook, il va finir sous le lit en PLS à hurler des « Le laisse pas entrer, le laisse pas entrer, le laisse pas entrer !» Il fait un petit peu flipper, il fait légèrement flipper. Bon, c'en est trop, Amelia va donc déchirer les pages de ce foutu bouquin et le mettre à la benne. Pendant la nuit, elle entend un bruit bizarre, mais c'est sûrement rien. Bon, après une nuit horrible, vous savez quoi? Bah c'est reparti pour une journée de merde. Encore. Et une belle, car là c'est l'anniversaire de la petite Ruby, avec son cortège de mères de famille qui rendent folle. Je suis bénévole auprès de femmes qui se trouvent dans le besoin, et il y en a dont le mari est décédé, les pauvres. C'est difficile pour elles. Allez vous faire foutre. Bonsoir. Mais peut-être que ça se passe mieux du côté de Samuel. Et puis de toute façon, t'as même pas de père. Tout le monde en a un, mais toi t'es trop nul. En fait, non. Et une fois les mamans parties, elles discutent entre sœurs dehors. Dès que quelqu'un parle d'Oscar, tu te décomposes. Ça va faire 7 ans. Ah ouais, 7 ans et tu t'en es toujours pas remise. S'agirait de grandir. S'agirait de grandir. Mais tout ça est interrompu par Sammy, qui pousse Ruby de plusieurs mètres de haut et tape sa crise dans la voiture. Réaction de la mère. Pourquoi tu veux pas être normal? J'en ai assez de ton babadook. Mais vous savez ce qu'il manque pour que ce soit parfait? Une attaque de l'invisible Babadook, qui fait avoir une crise au petit. On n'est pas bien là? Elle l'emmène chez le médecin pour s'assurer que tout va bien. Bah tout est normal, il m'a juste l'air extrêmement casse-couille. Et en attendant un rendez-vous avec un thérapeute, elle demande des sédatifs pour que son fils et elle puissent enfin dormir. Avec ça, les enfants se sentent parfois un peu vaseux, avec des nausées passagères. Face à des difficultés, droguez vos enfants. C'est hyper important. Ça c'est vrai ça. Et le lendemain, après une nuit très revigorante sous Xanax, la mère sort voir dehors après avoir entendu 3 coups à la porte, et devinez qui c'est qui est là? Le livre. Du coup, c'est vraiment un livre maudit, voilà, littéralement. Donc là, on est sur un petit jeu des plus adorables, plus elle l'ignorera, plus il prendra possession d'elle. Elle décide donc de brûler le bouquin, et par chance, elle ne prend pas feu. Ensuite, c'est le téléphone qui sonne. Allô? Allô? Jean-Pierre? C'est Jean-Pierre? Allô? Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Amélia a donc le bon réflexe d'aller voir la police pour se plaindre d'être stalkée par quelqu'un. Elle essaie d'expliquer son histoire, seulement les policiers ont pas l'air très coopératifs, et ils la prennent pour une folle. On m'a envoyé un livre pour enfants. Ça vous fait rire? En plus, derrière l'agent, il y a ceci. Ouais, ça sent pas bon, alors on se casse. Elle récupère son fils chez la gentille petite voisine. C'est un garçon très direct, ce petit. Oscar aussi était comme ça. Vous avez fini de me bassiner avec lui. Oh, ça c'est pas très gentil. Mais on sent tous que leur journée a pas été encore assez merdique. Alors on va découvrir un trou plein de cafards derrière le frigo. Bon, ça c'est déjà pas cool, mais si par-dessus je pose ma carte service de protection de l'enfance qui tape à la porte, ah là c'est mieux. Ils entrent pour voir si tout va bien, et Samuel il est pas trop là pour aider. Alors, comment vas-tu? Je suis un peu étourdie à cause des calmants que maman m'a fait prendre. L'heure est à la trahison, alors... Entre l'état de la baraque, l'état du gamin et l'état de la mère, vous comprendrez pourquoi il se lance des regards de type « ça sent le roussi ». Vous savez ce qui mettrait le clou final sur cette situation? Je viens de trouver un nid de cafard dans la cuisine. J'ai trouvé un trou derrière le frigo et il passe... Ok. Un peu plus tard, elle fait la vaisselle, et puis sa voisine qui regarde la télé, et soudain dans le fond... Bonnie croit que la maison est hantée. Non mais matez-moi cette paralysie du sommeil qui me fixe là. Ah, celui-là, il fait vraiment peur. Pour faire passer cette panique, ils vont s'enfermer dans la chambre, mais en plein milieu de la nuit... Oh non.
Oh non, 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 non. Non mais ce bruit, c'est inenvisageable en fait. Et je fais pause pour que vous voyez le genre de cauchemar que cet enfoiré me fait faire. Et hop, dans la boubouche de la maman. Plongeons. Bon, impossible de dormir. Non, c'est pas vrai. Alors ils vont se poser devant la télé pour mater des programmes d'un autre temps. Il y a même du Méliès façon Babadook. Le soleil se lève, mais madame est un peu différente depuis que le Babadook est venu lui plonger dans le gosier. Pour se changer les idées, ils sortent manger une glace, et au retour dans la voiture... On va passer une bonne journée! Bon bah vu qu'on peut pas sortir sans se faire emmerder, on va rentrer. Allons donc nous détendre avec un bon bain. Et faut que je vous explique qu'on prend pas un bain comme ça, ou bien? Puis en toute décontraction, elle va prendre le violon de son mari disparu et faire une sieste avec. Ouais ok, elle perd complètement les pédales là. Ça va se confirmer un peu plus tard, quand en pleine nuit, Samuel va appeler la voisine pour demander de l'aide, et maman va réagir comme ça. Personne n'entrera ici ce soir. On est tout seul! On n'est pas tout seul! On n'est pas tout seul! Et cette nuit sera la dernière du film, parce que ça va enchaîner les dingueries là. D'abord elle va halluciner son fils mort, et se tenir devant lui avec le couteau à la main, puis elle va voir un documentaire sur un meurtre d'enfant, avec elle dans le fond qui fixe la caméra avec ce regard pas du tout flippant. Je vais enfoncer ma bite tellement profondément dans ton cul. Dans le doute, elle va jeter un œil à la cave, et va tomber sur une apparition de son mari, qui lui propose de tous se retrouver si elle lui amène le petit. Il suffit que tu m'amènes le petit. Comment ça le petit? Tu peux m'amener le petit. Ah non, bah ça c'était pas ton mari. Ah non, non, bah non. Elles m'ont s'enfermer dans sa chambre, mais... Il va pas nous lâcher, hein? Il a même bien pris en puissance parce qu'on n'a plus les petits bruits bizarres de tout à l'heure. Là, il lâche carrément des sons de dragon. Et après un si bon moment en famille, on peut constater que Amélia n'est plus vraiment Amélia. Ça a peut-être un rapport avec les mouvements et les sons bizarres qu'elle fait en regardant la télé, ou au fait qu'elle extermine le chien dans un silence glaçant. Et ben voilà, comme ça c'est fait, c'est plus à faire. Mais fort heureusement, Samuel, lui, compte bien aider sa mère, quoi qu'il en coûte. Il lui marave donc sa gueule à grands coups de catapulte et d'arbalète. En même temps, c'est plus vraiment sa mère, et c'est pour protéger sa vie, alors on va dire que ça passe. Par chance, Madame Roach vient sonner pour faire sa gentille voisine, ce qui fait un peu reprendre ses esprits à Amélia. Pardonne-moi, je suis malade, je le sais. Il faut que je me soigne. Mais pas pour longtemps. Je veux t'emmener voir ton père. C'est magnifique, tu verras. Sammy, lui, est toujours en mode Rambo, alors il attaque sa maman au couteau, la fait tomber dans les escaliers, l'achève avec une batte de baseball et l'attache façon Gulliver au sol. Oh putain, il lui m'arrache sa race. Bon, après ce que tu as pris dans la tronche, ça va un peu mieux, non? Maman. Ah bah non. Ah bah si, ça y est, tu l'évacues enfin. Bon, eh bien, joie et félicité dans le cœur de tous. Mais putain, il est pas parti encore. Alors c'est l'heure de la confrontation finale. Oh non, pas ça, c'est le point faible d'Amélia. Je crois qu'il va pleuvoir. Ah ouais, il était violent l'accident de voiture. Mais attendez, il est temps pour notre héroïne d'affronter ses démons et dépasser cette souffrance pour protéger son enfant. Tu n'es rien. Vas-y, dis-lui qui c'est la patronne. Tu n'es pas le bienvenu, c'est chez moi, ici. Le feu sombre ne vous servira à rien, flamme doudoune. Vas-y, dis-lui. Si tu touches encore à mon fils, sale enfoiré, je t'arrache les yeux. Partez dans l'ombre. Fou scandaleux. Putain, ça fait du bien quand ça sort. Voilà, il a compris. La créature maintenant affaiblie, elle s'approche pour bien constater qu'il est battu. Je me suis chié dessus. On retrouve notre petite famille après quelques jours de cette nuit mouvementée, on va dire, et tout semble aller mieux. Le monde a repris quelques couleurs, et arrête d'être désaturé sa race. On s'entend bien avec la voisine, c'est l'anniversaire de Samuel, et elle lui a trouvé une bien meilleure école, ce qui rassure beaucoup les services de protection de l'enfance. C'est super de faire une fête. Et en plus, c'est en ton honneur. Ma cousine, elle vient pas à ma fête parce que je lui ai explosé le nez. Goddamn right. Mais un peu plus tard, on peut voir Amélia apporter des vers de terre à la cave pour...
Nourrir ce truc parce qu'il est encore là? Genre elle a pris une forme physique et vit tranquillement dans les sous-bassements de votre maison? Comme ça, normal. D'ailleurs, comment vous savez qu'il mange des vers de terre? Enfin non, c'est une métaphore du traumatisme qu'elle a vécu et avec lequel elle doit composer tous les jours. Oui, ça paraît un peu tiré par les cheveux, mais moi j'aime bien la métaphore. Et pour finir, Samuel va nous offrir un tour de magie qui me fait vraiment me poser des questions. Abracadabra. C'est impossible! Ça ne peut pas! Non, là c'est pas de la magie, c'est de la sorcellerie. Et ça me fait vraiment me demander si on est dans le monde réel. Est-ce que Amelia est morte avec son mari et rêve sa vie? Est-ce qu'elle est dans le coma? Non, parce que entre la désaturation du monde, les trucs qu'ils regardent à la télé alors qu'ils ont accès à internet, le Babadook de compagnie et la magie impossible du gamin, je commence vraiment à me demander ce qui se passe. Enfin, je vous laisse vous poser vos propres questions, parce que pour l'instant c'est bel et bien la fin de cette pépite. C'est terminé! C'est fini! Et voilà donc le premier de ma liste. Oui, celui-là. Celui-ci et pas un autre. Pour son ambiance malsaine et pesante, pour la qualité de ses décors, et la façon de les filmer, pour ses ambiances musicales qui me font flipper au dernier degré, et pour son histoire à mi-chemin entre l'acceptation de ses traumas et l'attaque de monstres. Sans oublier bien sûr ces deux acteurs principaux qui s'approprient le film de manière magistrale. Le petit insupportable joué par Noah Wiseman, j'y crois à mort, et la daronne dépassée par les événements campée par Essie Davis, est à couper le souffle. Non, vraiment, je vous invite à vous pencher sur cette œuvre de toute beauté. Mais si j'aime autant ce film, c'est surtout pour lui, cet enfoiré de Babadook. Que ce soit sa tenue, ses mouvements d'insectes bizarres là, l'horrible tête qu'il se tape, ou les abominables sons qui s'échappent de sa vilaine bouche, qui me font d'ailleurs penser à ceux de Sadako dans The Grudge, c'est l'enfer. Non vraiment, c'est le monstre de film qui me fait authentiquement le plus flipper au monde. Et vous voulez entendre quelque chose de rigolo? Pour une fois, Mr. Babadook est devenu une icône gay aux États-Unis. Ah bah voilà autre chose. Non, je sais pas comment ils en sont venus à se dire que ça ferait un bon représentant pour leur cause, mais moi j'aurais pas choisi ce truc-là. Et je dois bien avouer qu'au début de ma vidéo, quand je rematais les 3 films pour savoir s'ils étaient encore dans mon top, je me disais que Mr. Babadook allait finir peut-être 2e ou 3e, mais je vous jure qu'il m'a pas fallu plus de quelques secondes pour me rendre compte qu'il avait pas bougé de son top 1. Tout dans ce film me gêne, m'angoisse ou me terrorise. On peut donc dire que c'est bien celui-ci qui marche le mieux sur moi. Est-ce que je suis obligé vraiment de m'exprimer là-dessus? Enfin, je veux dire, ça me paraît évident quand même. Après, c'est mon top 3 à l'heure actuelle. Et je sais que dans quelques années, ce top aura changé. Parce qu'on n'est jamais à l'abri qu'une petite pépite vienne bousculer un peu tout ça. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est que vous me disiez dans les commentaires ceux qui sont vos préférés, ceux qui vous font peur, qui vous foutent les boules et vous font mal dormir la nuit. N'hésitez donc pas à commenter, je vous lis tous, à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, à faire sonner ma grosse cloche, et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes un très joyeux Halloween. Salut! Eh, Napoléon, on dirait que c'est la fin. Attends un peu, c'est moi qui suis le chef. Je dirai quand ce sera la fin. Ouais, j'aime les films d'horreur. Ouais, j'aime les films d'horreur. Ouais, putain! C'est la fin.